Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Cette année, pour fêter le 8 mars, j'ai eu envie de m'offrir et de vous offrir une leçon de liberté, d'indépendance et d'optimisme. Mon invité a été le mannequin français le plus photographié de l'après-guerre. Elle a illustré les unes de Elle, Life Magazine ou Harper's Bazaar dans de sublimes créations de Christian Dior ou de Madame Carven. Actrice de cinéma, elle a tourné avec Billy Wilder, Gary Cooper ou Sophia Loren, avant de décider de gagner sa vie loin des spotlights. Le fil rouge de son parcours a été de rester fidèle à elle-même en toutes circonstances, en assumant des choix courageux dans une société très conservatrice. Rebelle au mariage, sa devise a toujours été « amour commun, casserole à part ». Elle a mené des amours libres, notamment avec le prince Alicant, et a entretenu une relation de 30 ans avec un ancien ministre du général de Gaulle. Aujourd'hui, alors qu'elle approche de son centenaire, elle revendique toujours la violence et l'audace de la jeunesse. J'ai été bluffée par sa force de caractère, sa dignité, son élégance, la grande classe, quoi. Rencontre avec une femme libre née en 1925, Lise Bourdin. Bonjour Lise Bourdin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Alors, on va peut-être commencer par le début de votre histoire. Moi, ce qui m'a frappé en lisant vos souvenirs d'une femme libre née en 1925, c'est que il y a à la fois au début de votre vie un cadeau extraordinaire qui est une beauté incroyable, de celles qui font se retourner non pas les hommes, mais tout le monde dans une pièce, quelque chose qui est complètement incroyable. Et puis, à côté de ça, il y a une blessure très grave que vous avez vécue dans l'enfance. Vous êtes né à Néris-les-Bains dans l'Allier. Votre père tenait un ravissant hôtel dans cette ville de curistes. Qu'est-ce qui s'est passé, Lise Bourdin? Quelle est cette blessure? Eh bien, c'est passé une chose très grave. Quand j'étais enfant, je dormais très mal. J'ai toujours très mal dormi et j'ai entendu des cris, des voix et je dormais au premier étage avec mes frères parce que j'avais 4 frères et je me suis cachée derrière la balustrade et j'ai vu mon père qui poursuivait ma mère avec un pistolet. Alors ça a été un choc atroce pour moi. Je suis repartie me coucher. Je n'ai jamais rien dit à personne jusqu'à ce que j'ai 80 ans. Mais c'est une blessure qui m'a déclenché, avant l'âge de 7 ans, une maladie nerveuse qui m'a pourri la vie, la spasmophilie. Voilà. Et qui a une blessure qui a entraîné en fait la séparation de vos parents et Oui, 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 après ça a été très grave parce que oui. mon père est parti. Moi, j'aimais beaucoup mon père. Il est parti, j'avais 9 ans et je considère que j'ai eu une enfance très, très triste, très triste Voilà, parce que avec votre mère qui a eu effectivement des difficultés matérielles. Donc après une première partie d'enfance où tout était beau et on merveilleux, était voilà. habillés comme des petits princes et enfin, on très bien logés puisque le logement, c'était mon grand-père. C'était un immeuble que mon grand-père avait fait construire et mon grand-père aimait beaucoup maman, beaucoup. Alors, nous étions mais le divorce
finalement, mon père a vraiment divorcé que quand mon grand-père est mort. Donc ça a duré 12 ans et enfin ça a été très, très pénible. Moi, j'ai vécu tout ça très, très, très mal. Voilà. Et donc, je parlais, peut-être, à côté de cette blessure, d'un cadeau que la vie, vous a fait, c'est cette beauté. Comment on gère une beauté, aussi insolente quand on est une jeune fille? Je vais vous dire, je ne savais pas que j'étais belle, je ne me rendais pas compte parce qu'on ne me l'a jamais dit dans la famille et quand je voyais, quand j'avais 15 ans, les gens se retourner dans la rue, je faisais même pas attention parce que je me rendais pas compte. D'abord, j'étais très timide et très réservée et non, je me suis rendu compte de ma beauté, peut-être j'avais 28, 30 ans. D'accord, mais en même temps, à 20 ans, vous êtes montée à Paris. C'était, je crois à l'automne 45 Oui, et là, votre beauté, elle vous a ouvert des portes. à tout de suite. Puisque un jour, j'habitais chez ma grand-tante, la tante de maman, rue d'Armaillé, c'est un quartier, très bien, dans le 15e, très très sympathique et je sortais du métro et il y avait un grand jeune homme très distingué qui me suivait et il m'a adressé la parole et je sentais qu'il était très gêné, ce pauvre garçon. Je dis: «Mais monsieur», moi je ne parle pas à des messieurs que je ne connais pas. Alors il a sorti une carte, il a dit: «Je suis le frère de la dame qui dirige, le magazine Marie-France» et c'était pour faire une photo, de vous en couverture. Je vous donne la carte du photographe, c'était Potier, c'était un photographe qui était très connu et en effet, j'ai appelé ce photographe et j'ai fait ma première photo de mode en couverture. À la suite de ça, j'ai eu rapidement, quelquefois dans les kiosques, il y avait 3 magazines dans la semaine dont j'étais la couverture. Voilà, puis après j'ai fait des quantités de photos de mode, pour des chapeaux, pour, et puis, beaucoup, beaucoup de chapeaux et aussi des robes et tout ça, Carven avec qui je suis devenue très amie et qui m'aimait beaucoup et j'ai même après été, parce que ma famille, ne voulait pas que je sois mannequin. Bon, alors, j'étais seconde vendeuse, chez Balmain et ça s'est très mal passé parce que la première vendeuse a été absolument odieuse avec moi. Et Balmain ne disait rien parce qu'il se disait: «Elle va lâcher, elle sera mannequin». C'est pour ça. Voilà. Alors, que vous dire d'autre? J'ai fait donc ces photos, il y en a qui étaient très, très, très belles On et les puis voit d'ailleurs, on en trouve un certain nombre, quand on tape sur Google Lise Bourdin et effectivement vous évoquiez, ah oui, les il y a de photos. très belles photos. Il y a de très belles photos et puis j'ai vu des couvertures de magazines effectivement de 45-46 avec Oui, cette mode extraordinaire, les chapeaux, la taille oui, cintrée, enfin c'est magnifique. oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je Et vous dise d'autre? et donc vous parliez de madame Carven, vous Ah, avez dit je c'était un crois. personnage. C'était un personnage, je crois que je vous avais dit d'elle, on lui pardonnait, sa liberté, de vie parce qu'elle avait réussi. C'était une femme, finalement, qui parlait très, très peu, mais ses yeux vraiment, elle observait tout. Mais elle parlait très peu. Je l'ai très bien connue, j'ai connu son 1er mari aussi, Malais et ensuite son second mari et vraiment c'était un personnage, comment vous dire? Vraiment assez extraordinaire. Et alors Voilà. comment vous, en quoi était-elle extraordinaire par sa Parce qu'elle avait quand même créativité? Oui, construit avec, sa tante, cette maison Carven
Et puis que tout de même, elle a été très célèbre. C'était une mode, disons, pour des femmes jeunes en principe. Et c'était très charmant. Et elle avait aussi les parfums, des parfums. Elle m'a dit: «Mais tu sais, j'ai vendu ça, j'aurais jamais dû le faire parce que ce sont des parfums qui avaient, comme Ma Griffe et puis l'autre, j'ai oublié, qui avaient une réputation mondiale». Absolument, Ma Griffe, je crois que c'était une robe, qu'elle avait Ma créée. Griffe, non, mais ce parfum aussi qui Et s'appelait Ma et Griffe. voilà, et Magrif était devenu ensuite un parfum, et donc elle a créé une collection pour vous? Oui, elle a créé comme j'étais pas mannequin puisque ma famille ne voulait pas que je sois mannequin, quand, j'allais, avec elle, je suis allée au Portugal, je suis allée en Suède, en Norvège, il fallait qu'elle crée et puis quand je suis allée en Amérique comme Miss Arc of Triumph, comme ambassadrice pour, les enfants qui ont été victimes de la guerre, elle m'avait créé une très belle collection de robes. Magnifique. Et j'ai eu des très belles, photos, dans Life et dans des magazines, américains. Alors vous parliez de la réticence de votre famille, en 1945, dans les années 50 et tout, c'était pas facile, cette décision de partir toute seule à Paris, cette décision Ah mais finalement de prendre sa vie en main. Comment vous avez trouvé heu, l'énergie, d'imposer, vos choix? non, mais de toute façon, j'habitais chez ma grand-tante, la tante de maman, donc j'étais pas toute seule. Vous aviez un chaperon alors? Oui, et puis je suis tout de suite rentrée, je vous dis, comme, seconde vendeuse chez Balmain. Alors après, quand vraiment cette femme, 1re, a été odieuse avec moi, comme j'ai mon caractère, je suis partie bien sûr et j'ai fait l'école buissonnière, c'est-à-dire j'ai pas dit à ma grand-tante que je partais le matin, mais j'allais me promener puisque j'avais mais je rentre quand je les derniers jours que j'ai passés, chez Balmain, au moment de sortir, je vois un monsieur qui était sur une mobilette, sur une moto, qui s'arrête, il dit: «Ah! Vous êtes la jeune fille qui était en couverture de Marie-France», ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ai dit: «Oui, oui, oui, c'est moi». Il dit: «Ah, mais écoutez, il faut que je suis le rédacteur en chef», c'était Hervé Loïc, Noir et blanc, qui a été un magazine très, très célèbre pendant des années. Il dit: «Ah, mais il faut que vous fassiez des photos pour Noir et blanc», et à partir de ce moment-là, pendant des années, j'ai fait des photos pour Noir et blanc, et quand j'ai fait mon voyage comme Miss Arc of Triumph en Amérique pour chercher de l'argent pour, les enfants européens qui avaient été très malheureux, et bien, il a fait tous les reportages toutes les semaines et je racontais ce que j'avais fait, et c'était Nick de Morgoli qui était un photographe français, enfin d'origine russe, très connu, qui faisait les photos, et il y avait toute mon histoire qui passait dans noir et blanc. D'accord, et d'ailleurs, dans ce voyage aux États-Unis, je crois que vous vous êtes, enfuis, parce que malgré votre contrat, vous deviez faire des défilés en maillot de bain sur la Ah, j'ai 5e avenue, et refusé. c'était impossible pour, la Ah, jeune j'ai fille, refusé. bien élevée que vous étiez. J'ai refusé. Alors je me suis cachée. Il y avait un garçon qui devait être amoureux de moi, Donald Bioka, qui était un acteur de théâtre, que j'avais connu par une amie américaine, que j'avais rencontrée là-bas, qui a été amie avec moi, elle, jusqu'à sa mort, Tess Michaels, et Donald m'a hébergée chez lui, je me suis cachée, et alors les gens de la Metro-Goldwyn-Mayer qui voulaient faire étaient fous furieux. Dit: «Oui, mais comment c'est possible, tout ça?» Alors c'est Charles Boyer qui a arrangé l'affaire. Donald est allé le voir et Charles Boyer a expliqué que, j'étais une jeune fille française d'origine provinciale, que pour moi, c'était impossible de défiler en maillot de bain comme ça sur la 5e avenue, et ils ont bien été obligés d'accepter puisque j'avais disparu.
Voilà, mais parce que j'ai un caractère comme ça, moi, c'est tout. Mais en revanche, j'ai vu des photos de vous en bikini, je crois en couverture d'un magazine polonais, extraordinaire. On dit et en fait, c'est tout à vous êtes exactement dans le même style que Brigitte Bardot. Oui, mais c'était parce que je tournais, oui, ça doit être des photos où j'étais sur une plage, je tournais un film, ça devait être le film avec, Sophia Loren et comme, c'était une petite plage où je tournais pas tous les jours, j'étais allée me baigner, voilà. Alors évidemment, il y a eu des tas de photos. Alors, bon, vous avez commencé effectivement comme modèle pour les photographes. Vous avez eu une carrière dans le cinéma. Vous avez été invité à Hollywood et en fait, ça ne vous a pas du tout plu et vous Non. avez décidé de rentrer. Voilà. Non, ça m'intéressait pas du tout parce qu'on m'a fait la leçon, on m'a dit: «Voilà, vous pourrez voir madame ceci, ou monsieur cela, mais je serai surveillée» et de «Ah, mais vous vous rendez compte, vous aurez une maison avec une piscine». J'ai dit: «Ça m'est égal, moi, ça c'est pas la maison et la piscine qui m'intéresse, c'est la moi, je ne suis pas capable d'être surveillée et de vivre dans ces conditions» et j'ai refusé. Voilà, donc en fait, en 1960, vous vous éloignez, de ce monde, du cinéma et en fait, j'ai lu, une phrase de vous, vous vous adressez aux journalistes et vous dites: «Vous descendez tous mes films, j'ai bien compris que vous ne m'aimez pas. Je ne vous abreuve pas de potins stupides et de photos ridicules. Je ne vous vends pas ma vie privée qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le cinéma. Alors, puisque vous ne m'aimez pas et que je ne vous aime pas non plus, restons-en là, j'arrête le cinéma». Voilà, oui et je me suis mariée avec un Brésilien et C'était contraire à vos principes de vous marier, non, mais vous je me voulez suis mariée, il m'a fait la cour pendant 9 ans, hein. vous avez résisté, J'ai pen résisté et alors il y a quand même une amie qui m'avait dit: «Mais tu sais, tu te rends pas compte, au Brésil, c'est pas du tout comme chez nous, tu vas avoir un problème», j'ai eu. Car en effet, ce garçon, en qui je suis restée j'ai divorcé au bout de 2 ans, mais je suis restée amie avec lui jusqu'à sa mort parce qu'il a été très vexé, très blessé au début et après il a dû me comprendre. Mais c'était brusquement la féodalité. Je pouvais pas sortir toute seule, il y avait le chauffeur qui faisait le rapport complet à ma belle-mère de tout ce que j'avais fait, où j'avais été et voilà comment ça se passait. Alors pour une fille qui avait été quand même un peu partout, à des festivals où je suis allée, dans différents pays d'Europe, en faisant ce que c'était très, très difficile. J'ai pas supporté, je suis tombée malade, j'étais tout le temps malade, j'ai profité de pas grand-chose. J'avais heureusement la cousine, une jeune cousine de mon ex-mari qui était adorable, digne, un peu plus jeune que moi, très belle et que je voyais, presque tous les jours et grâce à elle quand même on allait à la plage, on allait faire des courses, mais autrement ça aurait été intenable cette vie. D'ailleurs, j'ai pas tenu plus de 2 ans. et en fait, vous avez eu, beaucoup d'amour libre. Bien sûr, je m'en suis jamais cachée, mais alors dans les journaux, ils se sont tous trompés. Ils ont mis une liste d'amants qui n'existait absolument pas. Ça ne veut pas Pas les dire que bons? c'est pas les bons. Le seul qui était le bon, c'est le prince Alican, qui est resté ami avec moi jusqu'à sa mort et qui était, vraiment un personnage, très attachant et un très bon ami. En dehors parce qu'on est restés amis, toute sa vie et je l'aimais beaucoup. C'était un homme très séduisant d'ailleurs. En Mmh. fait, vous avez eu,
à la fois voilà, des hommes que vous avez beaucoup aimés et puis des amis, des amitiés peut-être amoureuses, mais des amitiés qui ont duré toute votre vie avec beaucoup d'hommes remarquables Mais oui, dont parce vous que j'ai eu parlez. une amitié, qui était tout à fait platonique avec un journaliste, parisien très connu, qui m'a envoyé pendant des années des roses rouges toutes les semaines et qui était une histoire absolument platonique. Alors, je crois que le père du prince Alican Lagacan, Ah, avec il qui m'aimait beaucoup, c'était un de et mes il vous fans. envoyait des roses aussi. Ah, mais c'était incroyable. Quand il envoyait des roses, quand elle est arrivée à Paris, on savait plus où les mettre. Il y en avait plein la baignoire, il y avait plus de vase possible. C'était un personnage extrêmement intelligent, vraiment remarquable. Oui. Alors, vous avez été pendant 30 ans, à partir de 1974, la compagne de Raymond Marcellin, Oui, qui était le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle pendant plusieurs et années. Et Pompidou, notamment, c'est lui qui a voilà, mis de l'ordre, entre guillemets, en en 68. France en mai 68. Et en fait, vous avez vécu, vous avez été sa compagne pendant 30 ans et en même temps, vous n'avez jamais vécu dans la même maison. Je crois que vous avez une devise qui est amour commun, casserole à part. Mais oui, parce que nous ne sommes pas les seuls, parce que Gérard Houry et Michel Morgan, c'était pareil, il y en a eu d'autres. Non, mais c'est parce que, il était d'une indépendance extraordinaire, d'une grande intelligence et d'une, honnêteté intellectuelle comme on rencontre très peu. Parce que vous savez, il n'avait pas du tout envie d'être président de la République. Il était beaucoup trop indépendant pour ça. Mais il a fait pour la France des choses extraordinaires qui ont été détricotées ensuite par Poniatowski, par, un peu Giscard d'Estaing et Chirac. Et maintenant, il y a une omerta. On ne peut pas prononcer le nom de Raymond Marcellin. C'est pour ça que j'ai fait tout un grand chapitre sur lui dans mon deuxième livre. Voilà. Que Et donc, c'était un homme d'une intelligence remarquable et il avait le nez, le pif de la politique. Vraiment. Il m'a raconté avant l'an 2000, il est mort en 2004, le 8 septembre 2004, tout ce qui allait se passer, les migrants, les nouvelles professions, le travail où les gens ne travailleraient plus que le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il m'a raconté tout ce qui se passe maintenant. et, euh, et finalement, vous parlez de Raymond Marcellin. Vous avez été présente jusqu'à la fin de sa vie. Ah, Et je crois que les absolument. 2 dernières années ont été assez tristes parce que il souffrait, je crois, Ah oui. de la La maladie maladie d'Alzheimer, c'était très d'Alzheimer. terrible, oui. Vous avez également, je crois, accompagné avec beaucoup de dévouement votre frère Roland Bourdin, qui était quelqu'un Ah de ben, mon très frère aîné important que j'adorais. dans le domaine de la culture en France, notamment dans le Il domaine a été très musical. connu dans la musique, Tout à très, fait, tout à fait. oui, Et oui. en fait, voilà, ça m'amène à une question. Voilà, vous avez un âge vénérable. Vous êtes magnifique et vous êtes une jeune fille, je pense, dans votre tête. Ah oui, 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 Comment quelle est votre vision finalement de comment prend-on de l'âge? Surtout, alors pour vous qui voilà, êtes toujours belle à 97 ans, mais c'est pas facile quand on a eu une beauté aussi éclatante que la vôtre, j'imagine, de vieillir. Quel est finalement votre secret, votre sagesse pour aborder cette période de la vie et aussi accompagner voilà, des proches qui n'ont pas cette chance, qui ont des eh bien, soucis de ce qui se santé? passe, c'est qu'il faut surtout s'occuper des autres et pas de soi. Il faut se Et décentrer alors. j'ai acheté une première maison pour, des neveux, des petits-neveux que j'aime bien et une deuxième aussi pour un neveu que j'aime bien et cette maison, n'est pas complètement terminée
et parce que j'ai eu beaucoup de problèmes vis-à-vis du maire, vis-à-vis du patrimoine, parce que j'habite dans un très beau village. Bon, enfin, tout ça, La c'est Bastide ça a été d'Armagnac. voilà, ça a été très, très difficile, mais parce que et puis je crois que j'ai gardé en moi cette espèce de passion de la jeunesse, de m'enthousiasmer pour la politique, de m'occuper des autres. Je me suis toujours occupée des autres depuis mon enfance. Alors, il y a des choses qui me portent comme ça, que je suis obligée de faire, mais je crois que j'ai gardé cette espèce de violence et d'audace de la jeunesse. Très beau. La violence et l'audace de la jeunesse. Avec le recul, est-ce que vous vous définiriez comme féministe? Oui, quoique ça ne m'a pas été rendu parce que beaucoup de femmes me détestent, beaucoup. Et moi, j'ai toujours essayé de les aider, toujours. J'ai quelques amis que j'aime bien, hein, qui me téléphonent régulièrement, que j'aime bien. Mais la plupart, il y a une espèce d'envie, de jalousie. Moi, j'ai jamais été jalouse. Et puis, je ne comprends pas l'envie. Je trouve que c'est un très vilain défaut et malheureusement, c'est un défaut qui existe, beaucoup en France. C'est dommage. Merci beaucoup, Lise Bourdin, pour votre énergie, votre enthousiasme et votre audace qui sont intactes et qui m'émeuvent beaucoup. Et je suis sûre qu'elles toucheront également les auditrices et les auditeurs. Merci Ben, beaucoup. merci à vous. Je suis contente d'avoir bavardé un moment avec vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.